Bonsoir chers élèves, candidats au bac D 2024, pour vous proposer un corrigé du sujet des Olympiades deuxième tour. Pour ceux qui ont déjà vu le sujet, il comportait 3 parties. Une partie de génétique formelle, c'était la dernière partie et nous commençons par cette dernière partie ce soir-là. Et 2 reproductions, une reproduction chez les mammifères et une reproduction chez les spermatozoïdes. Les 2 reproductions, nous comptons les corriger dans un autre cadre, un autre jour, quand on aura beaucoup plus de temps. Donc pour ce soir, donc, disais-je, nous passons à l'exercice 3 qui est consacré spécifiquement à la génétique formelle. Exercice 3, donc, corriger des Olympiades « 2024 » et il s'agit bien naturellement des sciences naturelles. Sujet des sciences naturelles. Ce sujet comportait 3 exercices et nous commençons ce soir par le dernier exercice, c'est-à-dire l'exercice 3. C'est une question de temps. Les exercices étant indépendants, on peut commencer par celui que l'on voudra. Et nous avons choisi ce soir de commencer par l'exercice 3, consacré à quoi? Consacré à la génétique formelle. La génétique formelle ou mendélienne. Premièrement, on croise 2 lignées de drosophiles, l'une à corps gris et à aile longue, l'autre à corps noir et aile vestigiale. Les hybrides de la F1 ont tous un phénotype corps gris, aile longue. Petit a, définissez les mots génotype et phénotype. Petit b, analysez les résultats de ce croisement et donnez les génotypes des parents. Ça, c'est la question 1. La question 2, le croisement de drosophiles femelles de la F1 avec des mâles double récifs donne 16% de phénotypes nouveaux. Petit a, quels sont les phénotypes nouveaux obtenus? Petit b, quelle est la proportion des gamètes parentaux formés par la femelle F1? Petit c, représenter le phénomène à l'origine de l'apparition des phénotypes nouveaux. Petit d, donner le pourcentage de cellules ayant subi ce phénomène. Et dernière question, la question 3, quelles sont les proportions phénotypiques attendues du croisement de 2 individus de la F1? Justifié. Donc, sans tarder, nous passons à la question numéro 1. La question numéro 1, il s'agit de croiser 2 drosophiles, l'une à corps gris et aile longue, l'autre à corps noir et aile vestigiale. Les définitions d'abord. Petit a, c'était des définitions. Deux mots clés en génétique vous sont demandés ici. Le premier, c'est d'abord la notion de génotype. Le génotype, c'est quoi? On peut définir le génotype comme étant l'ensemble des gènes constituant l'ADN d'un individu. L'ensemble des gènes d'un individu, on peut appeler véritablement ça le génotype. Donc le génotype peut être défini comme étant, c'est l'ensemble des gènes, donc constituant l'ADN, l'information génétique, d'un individu, quel que soit cet individu-là. Une souris, une plante, un être humain. Donc son génotype correspond à l'ensemble de ces gènes qui forment son ADN. C'est une définition, vous pouvez trouver d'autres expressions possibles, mais celle-là, elle demeure véritablement celle que nous retenons pour ce soir. Il y a un autre mot qui est fréquemment demandé aussi aux candidats quand il s'agit de poser
les questions, c'est le mot phénotype. Je rappelle que phénos, en grec, ça veut dire visible, phanérogame, etc. Donc, le phénotype correspond à tous les caractères qui se manifestent chez un individu, les caractères visibles, observables. Donc, en gros, c'est l'expression du génotype. On peut dire de façon, puisque le génotype est déjà devant nous, le phénotype c'est quoi? C'est l'expression du génotype qui vient d'être défini. Dans ce cas-là, on peut ajouter, pour compléter l'information, c'est l'ensemble des caractères observables. Donc, c'est l'ensemble des caractères observables, visibles, donc extérieurs, tout ça c'est bon, d'un individu donné. Observable, visible, pour être proche du mot phanéros, qui veut dire visible d'ailleurs lui-même. Voilà deux petits mots qui sont des mots clés en génétique et qu'il ne faudrait certainement pas occulter dans le cadre de votre révision au cours de l'année. La question B, il s'agit d'analyser maintenant les résultats de l'exercice. Question B, nous avions les drosophiles à croiser. Donc, il faut analyser ces résultats obtenus. L'analyse doit permettre de donner toutes les informations relatives à l'énoncé. Nous avions croisé des drosophiles. L'une était à corps gris, ça c'est la couleur du corps, l'autre était la taille des ailes, les ailes étaient longues, et l'autre, elle avait le corps noir et les ailes vestigiales. Ce que l'on constate comme résultat, c'est que tous les individus nés de ce croisement ont un phénotype corps gris et long. Première chose qu'on doit dire, c'est que c'est un cas de dihybridisme. C'est un cas de dihybridisme. Cas de dihybridisme. Avec une double dominance ici, tout de suite, sans attendre. Une double dominance. Les deux gènes étudiés, il n'y a pas de codominance, par exemple. Non, non. C'est bien une double dominance et on va aller chercher cette double dominance-là. Dans le cas de ces deux gènes étudiés. Double dominance. Quelles sont ces dominances-là? On a, pour la couleur du corps, c'est l'un des caractères, le gène 1, si vous voulez. Couleur du corps. Ça, c'est le premier couple d'allèles. On voit bien que c'est gris qui domine. L'allèle gris, que je mettrai entre guillemets, gris, c'est un allèle, domine noir. Première dominance est tombée. C'est la F1 qui m'a dit ça. Les symboles, le devoir n'a pas proposé de symboles. On voit qu'il n'y a pas de symbole dans le devoir. On va aller chercher les symboles et on va les utiliser. G comme gris, majuscule puisque dominant. N comme noir, minuscule parce que c'est récif. Donc, on retrouve les symboles gris, domine, noir. On aura besoin de ça pour les génétiques plus tard. Voilà, la première dominance est tombée. La deuxième dominance pour le deuxième gène, c'est la taille des ailes. La taille des ailes des mouches étudiées ici, c'est-à-dire les drosophiles. La taille des ailes. On a deux allèles, mais on voit que la F1, toutes les mouches avaient les ailes longues. Donc, l'allèle long, en tant qu'allèle, je mets ça entre guillemets, je parle de l'allèle, domine, lui aussi, écrit ça comme, mathématiquement comme ça, l'allèle vestigial. Vestigial, ça veut dire court. Les vestiges, ce sont les restes de quelque chose. Donc, vestigial est synonyme de court. Comme le devoir n'a pas proposé des symboles avec des signes plus ou autres, on va créer des symboles assez parlants en utilisant la lettre L comme long et la lettre V comme vestigial. Ça donne quel symbole? Réalisez la dominance, grand L majuscule puisque dominant et petit v comme vestigial minuscule parce que récif. Donc les premières informations sont tombées. On peut ajouter à ces informations, toujours dans le cadre de cette interprétation, la F1 est homogène. La F1 est homogène, on peut dire uniforme.
elle vérifie la première loi de Mendel. Et homogène, c'est un mot qu'il faut souligner. On peut dire homogène, on peut dire uniforme. L'uniformité des hybrides. Cela nous permet de déduire que les parents croisés, c'est bien des races pures. Le texte ne l'a pas dit, mais on vient de découvrir que les parents croisés, les drosophiles parentales là, étaient des races pures. Les parents sont des races pures. Race et lignée séparées. On peut dire homozygote. Et ce n'est pas seulement l'unique conclusion qu'on peut dégager. L'hérédité est autosomique. On n'a pas précisé le sexe. La F1 homogène, c'est la première loi de vérifier. On peut y ajouter, sans risque de se tromper, que la transmission ici est bien autosomique. Certains secrets commencent à tomber. Elle est autosomique. Autosomique. Je rappelle que tout ça, le candidat peut ajouter que la première loi de Mendel est vérifiée si jamais on le lui demandait. Certains secrets sont tombés, mais on ne connaît pas encore tout de l'exercice. On ne sait pas cependant si les gènes étudiés, les deux gènes sont indépendants ou liés. On ne le sait pas. La F1 ne peut pas résoudre tous ces problèmes. Elle permet de savoir au moins ces informations-là, mais la F1 ne permet, à ce niveau-là, ne permet pas de savoir est-ce que nos deux gènes sont indépendants ou liés. On va le découvrir plus tard. Donner le génotype des parents. Ok, génotype des parents. On va aller le donner. Génotype de qui? Des parents. Il y a deux possibilités. Soit les deux gènes étudiés sont indépendants, soit les deux gènes étudiés sont liés. Donc, on est obligé de faire deux cas. N'oublions pas que les parents croisés, je rappelle leur phénotype pour faciliter là. Le génotype, c'est un parent à corps gris et long. Regardez le texte vous-même. L'un des parents, c'était comme ça. Il avait avec lui les deux allèles dominants. Le deuxième parent avait avec lui les deux allèles récessifs. On a utilisé ces symboles-là, on va les garder avec nous. Ça, c'est le phénotype des parents, avec les symboles que nous avons utilisés. Maintenant, le génotype, c'est quoi? Il y a deux possibilités. Quelles sont-elles? Si les deux gènes sont indépendants, que devient le génotype? Les parents étant de race pure, ça donne G sur G, point virgule, L sur L pour ce parent-là. Il est de race pure, les gènes sont indépendants. Le deuxième parent, même chose, on va avoir N sur N pour la couleur du corps et petit v sur petit v pour la taille des ailes. Voilà l'écriture, voilà le génotype des parents croisés si les gènes sont indépendants. Deuxième et dernier cas, bon, faute de tableau, je vais mettre ça ici, sinon. Si les gènes sont liés maintenant, si les deux gènes sont liés, on appelle ça linkage, phénomène de linkage. Dans ce cas, le génotype devient, au lieu de fractionner en deux morceaux, donc j'ai fait une seule barre, comme ça, c'est l'écrit des gènes, une seule barre, et je mets les gènes étudiés. Donc G sur G pour ce premier gène, L sur L, les deux dominants étant ensemble, c'est ce que nous appelons plus tard la liaison 6, et puis les deux récifs ensemble chez un parent, une seule barre là aussi, même position, la couleur ici, ça donne N sur N, la taille des ailes, ça donne ici V sur V. Voilà les deux écritures possibles pour les parents croisés. En cas de gènes indépendants, ça donne ça. En cas de gènes liés, ça donne ça. Voilà pour cette question. Deuxième question. Le croisement de drosophile femelle, la F1, avec des mâles double récif, donne 16% de phénotype nouveau. Donc, des femelles, croisement demandé, c'est quoi? Femelles F1 sont des hybrides qui sont à corps gris et à ailes longues, croisés avec des mâles double récif, c'est-à-dire quoi? Des mâles N et V.
ce croisement-là, c'est un bas-cross, un test cross. Il permettra, ce croisement-là, oui, ce croisement-là, c'est un test cross. On peut dire bas-cross, on peut dire test cross, croisement retour, croisement test. Il permet en l'occurrence de découvrir le dernier secret de l'exercice. Les gènes sont-ils indépendants ou liés? On se souvient que si les gènes étaient vraiment indépendants, ce croisement aurait donné comme résultat un quart, un quart, un quart. De 25%, 25%. Mais on nous dit que ce croisement-là a donné, entre autres, 16% de nouveaux, de phénotypes nouveaux. Phénotype nouveau, on appelle phénotype recombiné. Phénotype nouveau. Cette information suffit à trancher. Si les gènes étaient indépendants, le phénotype aurait été 25, 25, 25. Mais comme on a apparition de 16%, ça montre que les gènes sont véritablement liés. La question est de savoir, donc petit a, ce résultat, je veux dire 16%, montre que les deux gènes sont liés. Que les deux gènes sont liés et que la lésion est partielle, elle n'est pas absolue par exemple, moins chez la femelle étudiée. Donc ce résultat montre que les gènes sont liés et la liaison est partielle, elle n'est pas absolue. Liaison partielle. Souligne ces mots-là. C'est une liaison partielle. Type 6, parce que les deux dominants sont ensemble chez un parent, et les deux risques ensemble chez l'autre parent. Donc, elle est partielle, elle est type 6. Liaison. On parle de liaison 6 lorsque un parent a les deux allées dominants ensemble, l'autre parent a les deux allées récifs ensemble. On appelle ça liaison, ça s'écrit comme ça. Donc, en remontant à l'exercice, on peut savoir qu'il en est ainsi pour ce croisement-là. Les phénotypes recombinés, n'oublions pas les parents. On se souvient que dans notre exercice, on était parti de parents type grand L, grand G, grand L, et puis petit n, petit v. C'était ça les types parentaux. On demande les nouveaux phénotypes, c'est quoi? C'est tout sauf ces deux-là. On va avoir un phénotype nouveau type grand G avec petit v, un deuxième petit n avec grand L. Donc on fait une sorte de grand G qui va avec petit v et petit n qui va avec grand L. Voilà les deux types nouveaux qui apparaîtront et qui vont représenter les 16%. Donc, les nouveaux phénotypes demandés, nouveaux phénotypes, c'était quoi? C'était ceux que nous allons découvrir ensemble. Je rappelle qu'ici, beaucoup de candidats se trompent au sujet des phénotypes parentaux. On entend par phénotypes parentaux les phénotypes dont vous êtes partis au départ. Parentaux, ce sont les phénotypes dont vous êtes partis à l'origine. Mais nous, à l'origine, on était partis de quoi? On est partis de ça et de ça. Regardez vous-même le devoir. Donc, les recombinés, c'est tout sauf les parentaux. Ça donne quoi? Ça donne ceci. Ça donne du grand G, comme ici, mais combiné avec petit v. Ça, c'est un phénotype parental. Et le deuxième, vous avez commencé par la couleur ici, il faut commencer par la couleur ici. Donc, petit n, mais combiné avec grand L. Combiné avec grand L. Voilà les deux recombinés qui permettent de représenter les deux phénotypes nouveaux qui représentent 16% sont bien grand G avec petit v d'un côté et petit n avec grand L de l'autre. On les appelle les types recombinés. Vous pouvez les appeler les types recombinés, les TR, dont le pourcentage permettra... Ensuite, la question suivante, toujours dans la même lancée, elle nous demande quelle est la proportion des gamètes parentaux formés par la femelle. Nous avons déjà les gamètes recombinés représentant 16%. Ça, c'est les types recombinés nouveaux. Les gamètes parentaux, c'est 100% moins les 16. Ça vous fait 84.
Donc, pourcentage des gamètes parentaux, c'est quoi? La formule, c'est quoi? Des gamètes parentaux fournis par cette femelle. C'est mathématiquement calculable et c'est très facile aussi. C'est 100% tous les gamètes produits moins les 16 recombinés du devoir, moins les 16% recombinés. Ça vous fait tout simplement 84% de gamètes donc parentaux, on appelle type parentaux. Voilà le pourcentage des gamètes parentaux déduit du total moins les 16% des nouveaux phénotypes. Voilà pour cette question. La question suivante, je rappelle que les gamètes recombinés, les types recombinés, issus de la femelle F1, on les obtient suite à un phénomène nouveau qui intervient chez la femelle à drosophile qui s'appelle crossing over. Crossing over, c'est le phénomène qui permet l'obtention des phénotypes nouveaux qu'on appelle recombinés chez cette femelle F1. Ce schéma-là, il faut qu'on le prenne. Bon, phénomène, donc ça c'est le crossing over. Phénomène qui permet l'obtention des types, ça s'appelle crossing over, c'est un mot anglais qui veut dire enjambement. Et il y aura un schéma qu'on va prendre qui illustre un peu le schéma. Dans votre schéma, vous devez faire apparaître certaines figures, certains aspects biologiques qui vous permettront de... Et c'est parti pour le schéma. Donc, au lieu de le faire ici, on va le reprendre à partir là et donc on va effacer cette partie de l'exercice encore. Que son génotype, c'était bien GL. Et qu'elle était hybride. Que son phénotype, c'est GL. Et que son phénotype CGL et ce génotype, c'était une femelle hybride, type, celui-là, G qui masque N, L qui masque V. Tous les individus F1 avaient ce génotype-là. Maintenant, suivons un peu le processus de formation, gamétogenèse chez cette femelle F1, qui va produire les gamètes recombinés tout à l'heure. Il faudrait déjà envisager un premier schéma où il y a eu formation du chiasma. Autrement dit, au cours de la gamétogenèse, on est passé par un stade où chaque chromosome s'est fissuré pour donner deux chromatides sœurs. Donc voilà le chromosome en rouge, voilà son centromère, voilà les gamètes, les gènes déjà. Un peu comme ça, pour laisser la place à l'autre. Donc ici, le G après que le chromosome s'est fissuré, le L après que le chromosome s'est fissuré, celui-là en rouge. Il va venir s'apparier, former donc une paire avec son homologue, que j'ai représenté moi en noir, en rouge c'était l'autre, lui le voilà. En enjambement, c'est ça. Même longueur pour tout le monde. Le centromère est là, lui aussi. La place des gènes est la même, c'est la même distance pour tout le monde. Celui qui est en noir portait les allèles N après la phase S de synthèse et V, petit v, petit v, petit v. Donc cette image que vous avez, on peut numéroter les chromosomes. Numéroter les chromatides de chaque chromosome. 1, 2, ce sont des chromatides sœurs. 3, 4, ce sont deux autres chromatides sœurs. Et les chromatides non sœurs, ça c'est le chiasma, ça c'est les centromères. Donc, voilà. Et cette image, vous l'avez en prophase et en métaphase 1. Prophase 1 et en métaphase 1 de la méiose. Ce schéma-là, vous l'avez au cours de la prophase 1, au cours de la métaphase 1. Que s'est-il passé à ce moment-là? Il y a formation de bivalents. Au cours de ce schéma, vous avez le bivalent. Que veut dire bivalent? Vous dites bivalent, c'est très bon. Vous dites tétrade, c'est bon. Explication. Ça et ça, c'est la même chose. Bivalent en comptant les deux chromosomes. Bi, c'est 2. Les voilà leur centre. Ils sont 2. L'un en rouge, l'autre en noir. Vous dites tétrade, vous comptez les chromatides. Elles sont 4.
puisque chacun forme 2 chromatides. Donc ce mot-là et ce mot-là, c'est la même chose. Cette image, vous l'avez en prophase et en métaphasant. La seule différence, c'est qu'en métaphasant, les bivalents se mettent au milieu de la cellule. Alors qu'en prophasant, les chromosomes peuvent se mettre dans n'importe quel coin de la cellule. Et ce n'est pas fini. Vous avancez le schéma suivant qu'il faut absolument représenter dans sa copie. C'est le moment où les chromosomes se séparent en anaphase 1. En anaphase 1, les chromosomes homologues se séparent. Là, on va migrer dans un pôle, l'autre vers l'autre pôle. Ça donne ceci. Dans notre exemple, on considère que le chromosome en rouge a migré vers le haut. Mais attention, voici ce qu'il porte désormais comme chromatide. Le voilà. Son centromère est là. La chromatide numéro T1 n'a pas été recombinée, la voilà, c'est toute sa longueur. Mais la chromatide numéro 2, regardez, à partir de ce moment, elle a pris le morceau du chromosome homologue. Ça donne ça. À partir de cet instant-là, ça donne ça. Et vous remplissez tranquillement, le centromère est là, la place des chromosomes est là, la place des gènes sur le chromosome est là. La chromatide numéro 1 porte les allèles grand G, grand L, comme vous le voyez sur l'image. Mais la chromatide 2 recombinée, elle va porter G ici, mais elle va prendre le petit v, après avoir échangé avec son homologue. Ça donne ça, petit v. Le chromosome en noir qui a migré en sens inverse, voici ce qu'il emporte avec lui. Même longueur, le centromère est là. Arrivé à cette hauteur, exactement à cette hauteur, elle a pris, cette chromatide-là, un morceau de son homologue, un morceau en rouge, ça donne ça. Mais la quatrième, je vais numérer tout à l'heure, la quatrième chromatide n'a pas été recombinée, elle est type parental. Voilà, même longueur pour tout le monde, hein, évidemment, le tableau. Ça, c'est le centromère, position des gènes. Je remplis. La chromatide 3 a les allèles grand G, grand N, petit n, petit, excusez-moi, noir, petit n. Petit n ici, et grand L ici. Alors que la quatrième chromatide n'a pas été recombinée, elle va donner le petit n et le petit v. En numérotant tout ça, les chromatides sont 1 et 2 qui sont sœurs, 3 et 4 qui sont sœurs. Ça, c'est le centromère. Les 2 et 3, je les encercle exprès pour dire qu'elles sont recombinées. 2 recombinées, chromatide 2, chromatide 3 recombinée elle aussi. Les deux autres sont. Et ça, cette image, nous l'avons en anaphase 1. En anaphase 1 de méiose. Cette image-là, ce schéma-là, correspond à ce qui se passe au cours de l'anaphase 1 de la méiose. Que s'est-il passé à ce moment-là? Il y a ascension polaire. Ascension polaire. Chacun des chromosomes a pris un pôle donné. Donc, au cours de cette phase-là, au cours de cette phase de la méiose, il y a eu ascension polaire. Comme ascenseur, chacun a pris. Mais ce n'est pas encore fini. Une dernière étape qu'on peut représenter dans sa copie, c'est là où les clivages ont lieu, où le clivage a lieu, ça conduit à l'obtention des 4 types de gamètes proposés. Donc, le dernier élément, la dernière étape qui reste, c'est de casser ce morceau qu'on appelle centromère et de libérer les 4 chromatides. Ça correspond à l'image suivante. Donc, je vais libérer les 4 morceaux, ça donne quoi? Le 1, il est tout en rouge, le voilà. Le 2, numéro 2, il commence là, il finit avec la chromatide, le morceau en noir. Le 3, il commence comme ça, et arrivé à cette hauteur, il a pris le morceau de son ami, son homologue. Et puis le quatrième et dernier, il a toute sa longueur, il a toute longueur. On peut proposer de faire un peu ceci. Même longueur, c'est la même longueur. Hein? Une cicatrice du centromère. Cicatrice du centromère. Et on va placer maintenant les allèles au même endroit pour tout le monde. C'est la même distance. Donc ici, à ce niveau-là, vous retrouvez G, l'allèle G, l'allèle L. GL de la chromatide numéro 1. Ensuite, vous avez grand G ici, mais combiné avec petit v venant de l'autre chromosome, gamète recombinée. Numéro 3, il commence par N en noir, il finit par L en rouge.
un gamète recombiné. Et le dernier n'a pas été recombiné, il commence par N, il finit par V. Voilà les 4 types de gamètes. Le 2, il est là. 3, il est là. Le 4, il est là. On se souvient que le 2 et 3 sont recombinés, on va les encercler comme ça. Et on a leur fréquence, on peut ajouter si l'on veut leur fréquence. Écoutez d'abord ça, c'est à l'anaphase 2. Ce schéma-là, vous l'avez au cours de l'anaphase 2 de la méiose. Que s'est-il passé à ce moment-là? Il y a clivage des centromères. Les points se sont, en fait, ces points-là se sont coupés et ça permet de libérer les 4 types de gamètes. Et ça, c'est le clivage des centromères qui est à l'origine de l'obtention des 4 types de clivage. Clivage, ça veut dire coupure. Centromère. Qu'est-ce que c'est le centromère? C'est le point d'attache des chromatides sœurs. Centromère. Centromère, pour rappel, c'est le point d'attache entre chromatides sœurs. Chiasma, c'est le point d'attache entre chromatides non sœurs. Revenons maintenant à ce qui nous intéresse. Donc voilà, vous avez les 4 types de gamètes et leurs proportions. Est-ce que c'est demain les proportions? Donc les deux recombinés, leur fréquence c'est P sur 2. P étant le pourcentage de recombinaison, les voilà au milieu. Et les parentaux, c'est le reste dans 100%, c'est-à-dire 1 moins P sur 2, 1 moins P sur 2. Voilà la fréquence des gamètes, des 4 types de gamètes produits par la F1. Récupérer ça déjà. Voilà pour cette question. Tout ce schéma, c'est le schéma du crossing over. Vous devriez montrer dans votre schéma au moins les 3 étapes. La myose, ça comporte beaucoup de schémas, mais le minimum que le candidat que vous êtes doit représenter, ce sont les étapes où on voit l'apparition de formation du bivalent. Une étape, on voit l'ascension polaire avec les chromosomes locaux qui se séparent. Et dernière étape, dernier schéma que vous devez faire apparaître dans votre copie, c'est là où il y a le clivage des centromères et là où vous obtenez, bien sûr, en phase télophase, c'est la même chose. Donc vous obtenez les types de gamètes et vous mettez leur fréquence. Question suivante. Donnez le pourcentage des cellules ayant subi ce phénomène. Donc, les cellules ayant subi ce phénomène, le pourcentage, c'est les 16% de départ fois 2 parce que il y a eu un groupe de cellules, regardez, les cellules ayant subi représentent 16%. C'est exactement la même chose que les autres, ça vient d'une même cellule. Les autres aussi, les parentaux, c'est également 16%. Quand vous ajoutez tout ça, vous avez 16 plus 16, le pourcentage demandé, c'est égal donc à 32%. Il y a un petit rappel ici qu'il va falloir dire, c'est que le crossing over n'a pas lieu tous les jours. Non, non, non. Il n'a lieu, dans notre exemple, dans 16% des cas. Dans les 84 cas restants, il n'y a pas eu de crossing over. Mais quand on considère les cellules ayant subi le crossing over, il y a 4 groupes de cellules, des cellules de gamètes, des gamètes qui sont recombinés, qui sont 16%, et les autres, ça représente aussi 16%. Donc le total des gamètes produits donc, par ce phénomène-là, c'est 16% plus 16% égale 32%. Mais il faut que je marque ça ici, ça correspond à la question D. Question D. Câble là, question D. Pourcentage des cellules ayant subi, je rappelle subi, ça s'écrit comme ça, ayant subi, c'est pas comme dans le devoir. Le phénomène décrit ici, le crossing over, qu'on vient de schématiser, c'est quoi? C'est 16% fois 2. 16% fois 2. C'est 32%. Voilà pour cette avant-dernière question. Ensuite, dernière question. La question 3 maintenant. Quelles sont les proportions phénotypiques attendues du croisement de 2 individus de F1? 2 individus de F1, ce n'est pas un bacross. 2 individus F1. Pour ça, on va se rappeler que chez le mâle, la drosophile, il n'y a pas de crossing over. Chez la femelle, les gamètes sont déjà devant vous. C'est presque cadeau quand on n'a pas à reprendre les gamètes produits par la femelle F1. C'est déjà réglé. Depuis la question 2, la femelle F1 produit 4 types de gamètes. Les voilà devant vous avec les proportions qui sont là devant vous.
Mais le mâle, il ne produit pas 4 types de gamètes, il produit juste 2 types, parce que le linkage est toujours absolu. Il va produire grand G, grand L, 1,5, et petit V, petit N, 1,5. Donc, ça nous donne quoi? Dans la question 3, enfin, pour finir cet exercice, on demande 2 individus F1, femelle F1, croisés avec un mâle F1 aussi. Qu'est-ce que ça donne? C'est très simple. Pour la femelle, c'est déjà devant 4 types de gamètes, les proportions sont là. Mais pour le mâle, 2 types de gamètes. Pourquoi 2 types de gamètes? Il n'y a pas de crossing over chez le mâle de la drosophile. Donc, le linkage est toujours absolu. Il va donner GL en rouge, 1,5, et en noir, NV, 1,5 aussi. Donc, ça nous donne un tableau que nous allons exploiter ensemble. Sur le tableau, dans ce croisement-là, on a la femelle F1. On a, les gamètes sont devant vous déjà. 4 types de gamètes. 2, 3, 4 types de gamètes. Quels sont-ils? Ils sont tous là-bas devant vous. Donc GL qui est parental. NV qui est parental aussi. Et vous avez les 2 du milieu. GV qui est recombiné. NL qui est recombiné. Exactement ceux qui sont là devant vous. Mais attention aux fréquences. Les recombinés, leur fréquence c'est P sur 2. P c'est le pourcentage de recombinaison, les 2 recombinés du milieu. Les parentaux c'est 1 moins P sur 2. Voilà la fréquence des gamètes produits par la femelle F1. Et voilà. Alors que le mâle F1, lui, il ne fait pas crossing over. Tant qu'on ne se souvient pas de ça, on va faire une erreur. Le mâle F1, linkage toujours absolu. Il va juste donner GL, 1,5 et NV, 1,5. Donc 2 types de gamètes pour le mâle. Voilà les gamètes du mâle. Grand G, grand L, 1,5. Petit n, petit v, 1,5. La différence, il n'y a pas de crossing over ici. Seulement 2 types de gamètes, 1,5, 1,5. Et vous remplissez, vous trouvez. Donc ça donne quoi? Je passe juste au phénotype pour gagner du temps. C'est vrai que je peux remplir une première case avec le génotype et les autres cases, on veut juste les phénotypes. Regardez, ici c'est quoi? Le génotype c'est quoi? Le génotype des individus ici, c'est G sur G, L sur L. Le phénotype c'est quoi? C'est GL. Le phénotype c'est GL. La fréquence, c'est quoi? La fréquence, c'est 1 moins P sur 2 fois 1,5. C'est 1 moins P le tout sur 4. Donc, pour gagner du temps, je ne mettrai que le phénotype seulement. Et si je ne mets que le phénotype, qu'est-ce que ça donne? Ça donne ici, à raison de GL, toutes ces lignes, ça va être GL, des individus GL. Donc, ici, phénotype gris, corps gris et long. À raison de celui-là. Corps gris et long. Déduction automatique. Ici, les individus sont à corps gris et long. Phénotype, vous pouvez ajouter. La fréquence des individus, c'est P sur 2 fois 1,5, c'est P sur 4. La fréquence des individus, c'est P sur 2 fois 1,5, c'est P sur 4. La fréquence de ces individus, c'est 1 moins P sur 2 fois 1,5, c'est 1 moins P sur 4. Ici, dans cette colonne-là, tous les individus, c'est grand G, grand T, imposé par celui-là. Ça, c'est déjà OK. Donc, le suivant, c'est également pareil. Je ne me contente que de seul phénotype. Grand G, grand L. Dicté par celui-là. La fréquence, c'est encore 1 moins P sur 2 fois 1,5. C'est-à-dire 1 moins P sur 4. Et je continue comme ça. Mais ici, les autres individus, cette couleur-là, ici, c'est grand G qui va masquer petit n et petit v 2 fois. Donc, ça vous donne du grand G. Corps gris, mais L vestigial. Recombiné. Ici, 2 N se croisent, donc ça donne du petit n, et un L qui va masquer le V. Les 2 recombinés du milieu. Les voilà. Et ici, c'est un type parental qui est récessif, double récessif même. En me contentant des seuls phénotypes, encore une fois, vous pouvez compléter le génotype si vous le voulez, sur ce modèle-là. La fréquence, c'est quoi? Là, c'est P sur 2 fois 1,5, c'est P sur 4. C'est la même fréquence celle-là. Même chose, P sur 4 fois 1,5, P sur 2 fois 1,5, c'est P sur 4. Même fréquence que celui-là.
Là aussi, c'est 1 moins P sur 2 fois 1,5, c'est 1 moins P sur 4. Et je vais aller chercher maintenant, je vais additionner tout ça et c'est fini. Qu'est-ce que je trouve? Je vais additionner les GL. Voilà un GL avec cette fréquence. Voilà un autre GL, deuxième GL, le voilà. Troisième GL, le voilà. Quatrième GL, le voilà. Cinquième et dernier GL, le voilà. Je vais additionner tous ces GL-là. Ça me donne quoi? Voici ce que ça donne. Le P étant connu, donc le reste c'est très simple. Donc les individus phénotype GL, résultat, les GL, ils sont là, présents, avec la fréquence 1 moins P sur 4. 1 moins P, attends, j'utilise cette couleur, merde. Les GL, première case, leur fréquence c'est 1 moins P sur 4. La deuxième case, la fréquence c'est P sur 4. Plus P sur 4. La troisième case, les GL sont présents avec fréquence P sur 4. Plus P sur 4. La quatrième case, les GL sont présents avec 1 moins P sur 4. Plus 1 moins P sur 4. La cinquième case de GL, la fréquence des individus est 1 moins P sur 4. Plus 1 moins P sur 4. Dénominateur commun, c'est 4. Donc je mets 4. 1 plus 1 plus 1, ça fait 3. P moins P, ça saute. Plus P moins P, ça saute. Il reste moins P. Donc le résultat, la fréquence des individus, c'est 3 moins P sur 4. On va chercher P, on va remplacer, on va trouver. Là, c'est une application, on va faire ça tout à l'heure. Les autres individus, c'est une seule case. Regardez, le GV, c'est une seule case. Le NL, c'est une seule case. Le NV, c'est une seule case, donc c'est très facile. Donc les individus représentant les GV, les phénotypes corps gris L vestigial, qui sont recombinés, leur fréquence, c'est P sur 4. On va remplacer P par sa valeur, on trouve, c'est très facile. Donc, fréquence, c'est P sur 4. Et les individus recombinés type NL, corps noir L long, c'est ça NL, ils sont là avec la fréquence P sur 4. Et je remplace P par sa valeur, tout à l'heure je trouve. Les individus double récif, phénotype NV, corps noir L vestigial, eux, ils représentent 1 moins P sur 4. Et en remplaçant P par sa valeur, on va trouver, c'est une application numérique, juste une application numérique. Mais n'oubliez pas que P avec P, c'est le devoir qui a donné ça, P égale 16%. Et vous remplacez par sa valeur et vous trouvez. Donc, attention, quand je dis que P c'est 16%, les 3, ça veut dire 300%. Il faut bien qu'on retienne ça. 3, mathématiquement parlant, ça veut dire 300%. 300%. Ça veut dire quoi? Ça veut dire 300 sur 100. En septième par 100, il reste 3. Donc, si vous voulez, vous utilisez la formule 3 égale 300%. Moins 16%, vous divisez par 4. Ça donne quoi? Ça donne 300% moins 16% divisé par 4. Je laisse la formule comme ça en attendant. Je vais calculer après. Hein. Je n'ai pas le temps de calculer maintenant. Ici, P sur 4, c'est déjà très simple. P, c'est 16. Je remplace P par sa valeur. 16% divisé par 4. Ça, c'est très facile, c'est 4%. Je n'ai pas besoin de machine. Ici, même chose. P sur 4, c'est combien? C'est 16% divisé par 4, égale 4% également. Les deux types recombinés, 4%. Les NV, 1, ça veut dire encore 100%. Le 1, ça veut dire 1, oui, le 1, ça veut dire 100%. Donc, 1, ça veut dire 100%. Moins P, c'est 16%. Divisé par 4. Donc, 100 moins 16, ça vous fait 84%. Divisé par 4, ça vous fait 21%. Ça, c'est déjà trouvé. 21%. Si vous faites le calcul correspondant ici,
vous allez trouver 71%. Allez, débrouillez-vous pour faire le calcul demandé. 71%. Il faut vérifier que la somme de tout, ça fait 100%. Donc 71% plus 4%, plus 4%, plus 21%, ça fait vraiment 100%. Vous aurez le temps de vérifier. Donc voilà au terme de cet exercice d'application de génétique formelle relatif aux Olympiades deuxième tour 2024. Nous nous reverrons un autre jour pour corriger à la fois les deux épreuves des deux sujets de reproduction, l'un reproduction humaine, l'autre reproduction chez les spermatozoïdes. Ce sera l'occasion d'un autre jour. Je vous remercie, bonne chance et bon baccalauréat.